Bolloré quitte l'Afrique. Vraiment? Le groupe part avec un magot de 5,7 milliards d'euros. Ah, quand même. Une page se tourne pour le groupe, mais aussi pour toute la France-Afrique. Pas si sûr. Ce communiqué, qui tient sur 2 paragraphes, aurait pu passer inaperçu s'il n'était pas celui du français Bolloré. Leader du transport et de la logistique en Afrique, il était présent dans 42 ports africains, gérait les démarches administratives et douanières dans 47 pays du continent, en amont et en aval du transport, à l'import comme à l'export. Bolloré détenait littéralement les clés des portes d'entrée et de sortie de la côte ouest jusqu'au centre de l'Afrique. C'est le capitalisme de connivence, c'est-à-dire on arrive à avoir des affaires qui prospèrent en raison des liens étroits qu'on a avec les gouvernants, les représentants des gouvernements. Comment a-t-il pu bâtir un tel empire et avoir le contrôle de ce secteur stratégique dans autant de pays? Bolloré a su tisser un maillage autour de l'Afrique. On a pu constater pendant des années que Bolloré était le bras droit de ce qu'on a appelé le système de la France-Afrique. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous raconter comment il est arrivé en Afrique et s'est enrichi. Ensuite, je vais vous montrer comment il a mené l'Afrique en bateau pendant plus de 3 décennies. Et enfin, je vais vous expliquer pourquoi il s'en va alors que son business se portait bien. Pour commencer, Bolloré ne quitte pas l'Afrique. Il quitte uniquement ses ports, ses routes et ses chemins de fer. Et ça, ce n'est que quelques maillons d'une longue chaîne contrôlée par l'industriel français. À l'origine de son empire, un business bien roulé, celui de la papeterie familiale fondée en 1822 en France et qui a fait sa fortune en vendant des feuilles à rouler OCB et du papier Bible. Au milieu des années 80, il vend ses usines à papier et se lance dans le tabac en Afrique. Parallèlement, il utilise les bénéfices engrangés pour investir dans l'exploitation du bois. Le bois qui gâche la forêt. Il se lance ensuite dans la production de cacao, de coton, de café, de caoutchouc, de bananes, la liste est longue. Or, pour exporter ces produits, il lui faut les transporter. En 1986, il prend le contrôle de la SCAC, une holding spécialisée dans le transport maritime, la logistique et la distribution de produits pétroliers. Il lui faudra moins de 10 ans pour asseoir un gigantesque empire au sud du Sahara. Et là, vous devez vous demander, mais comment il fait ça? Le pacte de corruption. Eh bien, pour l'association Survie, Vincent Bolloré a profité de passe-droit, de ce que le chercheur Olivier Blamangin qualifie de France-Afrique entrepreneuriale. La France-Afrique étant un système mélange de diplomatie parallèle, mélange de crimes économiques, mélange d'influence politique, mélange de coups d'État instrumentalisés pour le contrôle de la gestion des ressources symboliques et politiques dans des États africains tout au long des années qui ont suivi les indépendances. Entre Bolloré et certains dirigeants africains, le pacte était simple. Tu me donnes les ports, je te fais président. Selon une enquête de Tracfin, la cellule de renseignement du ministère de l'économie et des finances français, Bolloré aurait fourni une prestation de conseil politique sous-évaluée au président candidat Faure Gnassingbé lors de la campagne présidentielle de 2010 au Togo. En contrepartie, le président togolais aurait accordé au groupe Bolloré l'allongement de la durée de concession pour le port de Lomé et des avantages fiscaux entre autres. Bolloré a également été mis en examen pour corruption en Guinée pour des faits similaires. Il va progressivement mettre la main sur la concession des terminaux d'Abidjan en Côte d'Ivoire, de Douala au Cameroun, de Wendo et de Port-Gentil au Gabon, de Pointe-Noire au Congo, de Lomé au Togo, de Cotonou au Bénin, de Conakry en Guinée. Il va même jusque dans les pays anglophones, à Tema au Ghana, à Lagos au Nigeria, à Freetown en Sierra Leone. En tout, une présence dans 42 ports et une exploitation de 16 terminaux à conteneurs. L'ascension est fulgurante, mais selon l'économiste Béranger Gloglo, c'est parce qu'elle s'opère en terrain conquis. Le groupe Bolloré ne s'est pas développé dans un contexte de concurrence extrême où il a gagné des marchés parce qu'il offre forcément le meilleur service parmi tous les prestataires en jeu ou en lice, mais c'est plutôt par un mécanisme de capitalisme de connivence en raison des relations étroites avec les différents gouvernements. Pour transporter les marchandises des lieux de production au port d'exportation, il faut mettre la main sur un chaînon manquant, les chemins de fer. En 1995, les affaires vont donc bon train et Vincent Bolloré enclenche sa fameuse tactique qu'il appelle lui-même la méthode commando. Il remporte d'abord la concession de la Citarail qui relie la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Il rachète ensuite Camrail, les chemins de fer camerounais, puis Benirail, les chemins de fer béninois. Comme le montre cette carte, en moins de 40 ans, l'entreprise française réussit à créer le plus vaste réseau intégré de logistique du continent. S'y ajoute le transport en barge sur le fleuve Congo et la rivière Ubangi, plus une vingtaine de ports secs, c'est-à-dire des entrepôts clos et sécurisés, qui forment un maillage sans équivalent de Bamako à Mombasa, en passant par le Niger, le Tchad, la Tanzanie ou le Malawi. En d'autres termes, Bolloré contrôlait les activités portuaires en plus des bateaux, du transport terrestre et du stockage. Une véritable emprise sur le continent, comme l'expliquait en 2006 au Monde diplomatique un ancien du groupe.
L'Afrique est comme une île reliée au monde par les mers. Donc, qui tient les grues, tient le continent. Pour Maurice Simodjom, les dirigeants africains ont commis une grave erreur stratégique en vendant leur souveraineté portuaire et logistique à des multinationales étrangères. Il s'ensuit que les partenariats qu'ils privilégient avec des acteurs étrangers, avec des entités hétéronomes, ont à leurs yeux plus d'importance que la nécessité de faire surgir des capitaines d'industrie locaux, aptes, compétents au niveau technique de pouvoir construire ou alors gérer des infrastructures garant de la souveraineté portuaire et donc de la souveraineté nationale. Seuls quelques pays africains font exception. Regardez cette carte des exploitants de terminaux à conteneurs et rouliers en Afrique. En bleu ciel, les champions locaux, c'est-à-dire les exploitants à capitaux locaux. Toutes les autres couleurs, ce sont des exploitants étrangers. Si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, on voit bien que ce sont des exploitants locaux qui gèrent les terminaux, que ce soit au port du Cap, à Kébéra ou à Durban. En Angola, au Ghana et au Nigeria, il y a certes des exploitants étrangers, mais que ce soit au port de Lobito, Luanda ou Lagos, on retrouve également des champions locaux. Pareil pour les pays d'Afrique du Nord, de Casablanca à Port Saïd, en passant par Tanger ou Alexandrie. Mais regardez les pays de la côte ouest africaine et du centre. Dakar, Bolloré. Conakry, Bolloré. Freetown, Bolloré. Abidjan, Bolloré. Kribi, Bolloré. Libreville, Bolloré. Port-Gentil, Bolloré. Pointe-Noire, Bolloré. Quand ce ne sont pas les Français Bolloré et CMA, c'est le Danois Maersk, le Chinois CMP ou encore le Philippin ICT. Où sont les champions locaux ? Il faut aller vers une politique de construction de champions locaux et ça, c'est une réponse politique. Et il faut mettre un écosystème, tout un environnement pour permettre l'émergence des mastodontes locaux. Être capitaine, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qui s'apprend. En vendant son réseau de transport et de logistique, c'est le français Bolloré qui touche le jackpot et non pas les pays africains dans lesquels il a fait fortune. Mais si ses activités en Afrique se portaient si bien, pourquoi a-t-il décidé de les vendre ? J'ai contacté le groupe Bolloré, mais il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Cependant, l'on peut constater que le réseau africain de Bolloré n'est plus vraiment ce qu'il était. Au fil des années, l'entrepreneur français ne s'est pas fait que des amis. Ses méthodes ont irrité une partie des dirigeants et d'opinion publique. Le succès est en partie imputable aux relations. Et cette relation, elle a été entre le père, Bolloré Vincent, et les différents dirigeants. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a quand même un renouvellement, en quelque sorte, de la classe politique ou des dirigeants politiques sur le continent. Prenez l'exemple du Burkina Faso, l'exemple du Mali, de la Guinée. Par ailleurs, les affaires du groupe Bolloré commençaient à faire les frais de la perte d'influence française en Afrique. Raison pour laquelle il a profité de la situation post-Covid où les coûts de transport maritime étaient élevés pour vendre à 5,7 milliards d'euros les activités qu'il avait en Afrique, alors que ces activités avaient une valeur comprise entre 2 et 3 milliards d'euros. Bolloré pourrait utiliser cet argent pour consolider son empire médiatique en Afrique via ses filiales Vivendi, Havas ou Editis. Car le groupe conserve une grosse présence en Afrique, notamment avec Canal+, premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone, et actionnaire important de MultiChoice, le leader de la télévision payante en Afrique anglophone. Bolloré reste également présent dans les plantations, le divertissement et les télécoms. L'autre grand bénéficiaire, c'est le groupe italo-suisse MSC de la famille Aponte, qui aura désormais le contrôle de l'empire tentaculaire de Bolloré Africa Logistics. La famille Aponte promet la continuité. Je ferai économie de diplomatie et de dire clairement qu'il y a une absence de vision. Nous avons quand même un continent qui va, d'ici quelques années, quand la ZLECAf sera totalement effective, construire le plus grand marché au monde. Et je me suis toujours posé la question de savoir, la ZLECAf profitera à qui ? Certainement pas à l'Afrique, si l'on en croit le fondateur du think tank 1puissance 55 et auteur de La guerre économique. Il suggère aux pays africains de se connecter davantage entre eux. Je pense que les efforts devraient être consentis beaucoup plus en termes de construction des infrastructures ferroviaires interafricaines, des infrastructures routières interafricaines pour permettre aux productions agricoles de quitter les zones de production pour entrer dans les bassins d'écoulement, notamment les villes, mais aussi de partir de certains pays à d'autres et de revenir finalement sur la table du consommateur à un prix qui est abordable, qui est à la portée de sa bourse. Pour lui, en investissant plus dans les ports, les pays africains se sont extravertis en faisant du commerce extérieur leur priorité économique. Et cela profite à long terme non pas aux Africains, mais plutôt aux exploitants étrangers comme Bolloré et MSC qui valorisent leurs activités portuaires et logistiques au gré du marché et de leurs intérêts, les revendent et s'en vont. Tout comme avec les Français Bolloré, pensez-vous que les pays africains se laisseront mener en bateau par les Italiens Aponte ?